Bien voilà, vous êtes dans le canal Community News, il est exactement 12h31. Merci d'être aussi souvent avec nous tous les jours de la semaine. On vous porte l'information et aussi des invités et on essaie de rester, comme on dit, dans le débat. Alors, arrivée de nouveaux renforts, ce sont les titres du journal. On va vous donner tout de suite ce qu'il faut à l'actualité. L'arrivée de nouveaux renforts via Corsair, le point Covid, mais cette fois-ci, alors c'est un point Covid un peu particulier puisqu'on le fera avec un imam, c'est-à-dire musulman, et un curé. On verra un peu les deux points de vue. Ensuite, nous allons faire un petit tour du côté de la CNBT, puisque des travaux d'assainissement ont démarré et ça méritait un petit coup d'œil avec Stanley Manicor. Et puis, on va terminer l'information aujourd'hui avec la pose de la première pierre de la caserne des pompiers. La semaine dernière, nous avons reçu, vous vous souvenez, le président du SDIS, eh bien, il nous avait promis un certain nombre d'éléments nouveaux pour les pompiers. Eh bien, ça a commencé à voir le jour. Olivier Félix était sur place. On va faire le point avec lui. Sinon, nos invités, aujourd'hui, nous allons recevoir Georges Boucard. Georges Boucard, c'est le porte-parole, le coordinateur du PARI. Le PARI, c'est un nouveau parti qui s'est créé l'année dernière. C'est un parti autonomiste, mais aussi réformateur et écologique. On en parlera avec lui de sa position dans la situation actuelle. Barbara Olivier Zandronis, elle est journaliste à France-Antilles. Elle est sur le terrain pratiquement tous les jours. Elle va nous dire un peu comment on peut être journaliste en pays confiné. J'ai bien dit confiné. Tout à l'heure, elle viendra nous rejoindre. Et puis, Jude Pétrimont, qui est le directeur d'Andigo Caribbean, c'était nécessaire pour aider les gens dans la période particulière. Et puis, si vous avez besoin de quelques conseils de coaching pour être un petit peu apaisé dans une situation qui est compliquée en ce moment, sanitairement, mais aussi psychologiquement pour beaucoup de Guadeloupéens. Mais Barbara Montpierre, elle est coach professionnelle, elle sera avec nous vers 13h30, vous écouterez un petit peu ses conseils. Voilà un peu ce qui fait la une de ce canal Community News. La réalisation est assurée par Kevin et nous commençons tout de suite avec ces nouveaux renforts, alors, puisque vous le savez, pratiquement tous les jours maintenant, il y a des renforts qui arrivent pour renforcer le système hospitalier et sanitaire défaillant. Alors il y a une fois Air Caraïbes, il y a eu Air France, c'était samedi dernier, mais cette fois-ci, c'est Corsair. Chaque monde a mis tout à yo, chaque monde a fonti dans tout, comme on dit, et en profite. Olivier Moradel était à Paul Caraïbe, on regarde le reportage. 354 renforts sur le territoire et là ce soir c'est près de 110 personnes qui arrivent encore. Alors il y en a quelques-uns qui repartent demain, vous savez il y a des échanges, des rotations, c'est normal, mais c'est à peu près une quarantaine demain qui repartent et nous aurons encore des arrivées de soignants mercredi avec des nouveaux départs bien sûr, mais on va rester autour de plus de 350 soignants en permanence sur le territoire. Pour l'instant c'est encore indispensable pour pouvoir prendre en charge tous les patients qui arrivent à l'hôpital. Au départ de Paris, nous avons eu deux vols, un vers la Martinique, un vers la Guadeloupe, et chacun avait près de 200 personnes, 200 soignants qui sont venus renforcer les équipes locales. Je rappelle que il y a de ça quelques jours, mardi de cette semaine, nous avons fait la même chose, nous avons transporté un peu plus de 200 soignants pour la Martinique. La semaine prochaine, nous avons ces soignants qui repartent. À peu près aujourd'hui, nous avons à peu près 900 personnes que nous avons pu faire venir vers les Antilles, Martinique ou Guadeloupe, renforcer ces équipes. Le président Pascal Desailly, quand il est venu à sa dernière visite, l'avait dit, être à côté de la Martinique, être à côté de la Guadeloupe. Et c'est ça aussi, être à côté de la Martinique et de la Guadeloupe. Dans ces moments difficiles, dans ce contexte sanitaire compliqué, nous devions de trouver et d'apporter des solutions. Alors quelles sont-elles ? C'est d'abord un travail extrêmement rigoureux de nos équipes. C'est une collaboration sans faille avec l'État qui permet de faire ces soignants venir. Et parallèlement à ça, c'est une volonté de la compagnie Corsair de trouver et d'apporter des solutions. Les solutions, quelles sont-elles ? C'est de trouver des tarifs négociés pour que ces soignants puissent venir,
nous permettre de programmer nos avions pour que ceux-ci puissent connecter avec les vols de province pour que ces soignants puissent avoir les meilleures possibilités de connexion et d'arriver sur la Guadeloupe. Mais pas que, c'est permettre que ces listes de passagers, parce que les soignants ne sont connus qu'au dernier moment, je rappelle que ce sont les volontaires, donc nos équipes au départ d'Orly jusqu'au dernier moment, même à l'aéroport, permettent de changer les noms, grande flexibilité. On permet de trouver et de donner des bagages supplémentaires. Et puis je rappelle que ce sont des équipes de soignants qui viennent avec du matériel, des lits médicalisés par exemple. Donc nous avons une logique qui veut qu'il faut qu'on s'adapte dans ce contexte difficile. Et donc le fret, le matériel, l'import qui est nécessaire pour ces soins sont compris dans cet élan, dans cette solidarité que Corsair, compagnie que nous aujourd'hui représentons, met à la disposition de ces soignants. Même si on a passé le pic de l'épidémie, on n'a pas passé le pic d'entrée à l'hôpital. Et puis on sait très bien que des patients Covid qui rentrent à l'hôpital en médecine ou en réanimation restent longtemps. Et donc on sait que devant nous, on a encore plusieurs semaines pendant lesquelles on va avoir encore des entrées et encore des gens à soigner. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de continuer à armer des lits de réanimation et des lits de médecine supplémentaires. Et pour ce faire, comme vous le savez, on continue à avoir des besoins de renfort de l'Hexagone. Tous ces gens, il y en a 110 qui sont là ce soir, qui sont arrivés, qui ont répondu à cet appel, de différentes spécialités qui vont pouvoir être mis à disposition soit du CHU, du CHBT ou des autres cliniques comme la polyclinique ou la clinique du Choisy par exemple, pour pouvoir venir en renfort et venir continuer à épauler les équipes du territoire. La semaine dernière, ils étaient 270, là 110 soignants made in France pour la plupart. Alors, j'ai un ami qui est là-bas qui m'a dit il est soignant, il est guadeloupéen, il a fait acte de candidature, mais il va au Tienta, il n'y a pas ça pour qu'il on en sera ensemble d'autres jours. Pourquoi? Point Covid. Alors, cette fois-ci, je vous le dis, c'est particulier puisque c'est un imam musulman et un curé, leur point de vue sur la situation actuelle. Charlie Lagounia, reportage, on regarde. Voilà, donc c'est la troisième fois depuis la crise sanitaire que le préfet convoque les représentants des différents cultes de Guadeloupe. Alors lors de la réunion du 20 août, eh bien, il en est sorti, on a renforcé ce qu'on avait déjà décidé la première fois. Donc ce qui veut dire qu'on insiste sur les gestes barrières et par exemple la distanciation, comme dans les églises, dans les bancs, 2 personnes par banc. Ensuite, une rangée sur 2. Donc alors on voit bien, il y a la distanciation. Et ensuite, et les gens qui arrivent reçoivent toujours un peu de gel. Voilà. Et puis pour la communion, il y a tout un protocole qui est mis en place. Par exemple, déjà les personnes qui distribuent la communion, eh bien, on le liquide aussi avant, prennent le gel. Après communient et après leur communion personnelle, eh bien, se mettent encore du gel pour donner la communion aux fidèles. Donc le prêtre même, le célébrant ou les célébrants ont aussi leur masque pendant toute la célébration, sauf pendant la prière eucharistique, quand ils sont seuls à l'autel, ils peuvent enlever le masque, mais après remettre le masque. Et notre mosquée elle est ouverte et on continue toujours à prendre les précautions. De toute façon, c'est que la prière la plus importante, c'est celle du vendredi, c'est là où il y a plus de monde. Et vous savez, c'est que encore un bienfait, si vous voulez, de notre religion qui est l'islam, c'est-à-dire que nous avons toute la terre pour nous comme mosquée. Donc nous pouvons prier dehors, contrairement aux autres religions, ils sont obligés d'être dans un bâtiment. Non, on n'est pas obligé. Donc on prie à l'air libre parfois, surtout le vendredi, et donc ce qui fait qu'on n'a pas du tout de problème. Malgré cela, malgré qu'on prie à l'air libre, on pratique quand même les gestes de barrière. Le message fort que je ferai passer à tous les Guadeloupéens, croyants ou non, eh bien, c'est de tenir bon, et c'est passager, c'est arrivé, ça s'arrêtera un jour.
Nous ne le savons pas quand, mais nous espérons fortement que ça va s'arrêter et la parole de Dieu est là pour nous réconforter. Donc c'est important. Donc si nous sommes incroyants, si nous sommes non pratiquants, eh bien nous comptons sur une force supérieure pour nous aider à surmonter, disons, ce problème. Ben, le message après, c'est que chacun prenne ses précautions, puisque quand même on ne va pas faire un déni, la maladie elle est là, il faut prendre ses précautions, respecter les gestes barrières, se laver les mains souvent. Nous on n'a pas trop ce problème-là, puisque bon, on prie 5 fois par jour, ça fait 5 fois par jour, on se lave les mains, on se lave les narines, donc on a quand même une petite préservation de plus que les gens qui ne le font pas, mais il faut que les gens prennent conscience que c'est pas un jeu, quoi. La maladie, elle est là. Voilà, Inch'Allah. Alors, travaux d'assainissement, on va quitter un petit peu le Covid, la CNBT au Lamentin, puisque la vie continue quand même. Nous sommes en période cyclonique, il faut penser que demain, il va arriver fort chez nous. Stanley Manico, il se s'est rendu au Lamentin. On peut commencer à avancer ces travaux dont on parle depuis quelques temps. Nous allons effectivement voir des travaux pour l'extension du réseau d'assainissement et le renforcement du réseau d'assainissement de Lamentin se faire. Donc les travaux vont se faire ici, là, sur Blachon, mais il s'agit de tout Lamentin parce qu'il s'agit pour nous de continuer à travailler. C'est une priorité, j'ai eu l'occasion de le dire très tôt, et d'ailleurs il y a eu plusieurs inconvénients, des montées d'eau, enfin des problèmes d'assainissement sur l'ensemble du territoire, c'est sur toutes les communes, et en particulier sur le Lamentin. Donc très tôt, on a mis en place un véritable plan. Un plan, c'est plus de 14 millions d'euros que nous allons investir, plus de 6,3 millions sur la ville donc, du Lamentin, de manière à faire en sorte que le développement de la CNBT et en particulier de la ville du Lamentin ne soit pas pénalisé. Et aussi la quiétude donc, des habitants, puisqu'on sait très bien lorsqu'il y a ces soucis, c'est au quotidien, ce sont des mauvaises odeurs avec toutes les infections possibles et surtout dans le contexte aujourd'hui, il nous appartiendra d'agir. Nous avons commencé les travaux. Ensuite, le transfert a été fait à la CNBT, puisque la loi NOTRe a voulu que le transfert soit fait à la CNBT. Et très prochainement, le transfert sera fait au niveau du SMO. Mais il s'agit pour nous là d'engager des travaux importants pour régler les problèmes d'assainissement que nous avons connus et surtout pour préparer l'avenir, parce qu'il va falloir faire monter en niveau d'équivalence la steppe de Blachon, qui aujourd'hui et une steppe qui peut réceptionner 4000 équivalents habitants et dans l'avenir proche 6000 équivalents habitants et dans un avenir encore plus lointain 12 000 équivalents habitants. Il ne peut pas y avoir de développement s'il n'y a pas un problème d'assainissement, puisque chaque fois qu'on construit une maison, on accentue donc le problème. Donc tout ce que je peux demander à la population, c'est de dire que ces travaux prennent un délai, il y a 5 mois, mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils soient engagés, que ces investissements soient réalisés et qui vont permettre que demain soit meilleur. Le SMO doit pouvoir centraliser tous les travaux d'assainissement et d'eau, donc à terme beaucoup plus d'efficacité. On sait qu'au début, comme toute entreprise, toute création, il va y avoir quelques balbutiements. C'est pour cela que nous nous sommes organisés au niveau de la CNBT, que tous ces dossiers soient prêts, que tous ces marchés soient prêts, que tous ces financements soient réalisés de manière à ce que ce transfert ne puisse pas créer donc quelques freins, mais au contraire que les choses puissent se poursuivre conformément à nos engagements, à notre volonté. Voilà, il est exactement déjà 12h45 dans un instant. On va recevoir, je vous l'ai dit, il est déjà prêt, il est apparu, Georges Boucard, il est là. On part à Pointe-Noire, puisqu'il y avait la pose de la première pierre de la caserne de pompiers. Je vous l'ai dit, nous avons reçu la semaine dernière le président du SDIS. Il nous a promis que des choses allaient bouger au niveau des pompiers. Peut-être que c'était prévu. En tout cas, on regarde un peu ce qui se passe à Pointe-Noire et cette première pierre posée pour une caserne, parce qu'il y avait besoin à Pointe-Noire. Parce que dans toute la région, il n'y avait rien. Bien évidemment, je suis heureux, je suis un homme heureux parce que ça fait quand même 25 ans qu'on attend que Pointe-Noire a perdu sa caserne des sapeurs-pompiers. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux, il y a eu beaucoup de contestations. Bon, on a rencontré les responsables du SDIS de l'époque, on a rencontré également les élus. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Depuis, beaucoup de choses sont passées, on a connu beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, nous vivons une pandémie mondiale
qui fait des dégâts, singulièrement en Guadeloupe. Et que par conséquent, on voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir un centre de secours. Nous habitons la Côte-Soulevant, une région que j'aime bien le dire déshéritée, une région qui est un petit peu pas à la pointe des choses, mais enfin, où il y a des âmes, il y a des hommes et des femmes qui y vivent, il y a des activités qui animent le territoire guadeloupéen. Par conséquent, on a le devoir d'avoir un centre de secours digne de ce nom qui permettra à la population de bénéficier des mêmes services que les autres parties de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est une pierre qui est posée, qui sera définitive, puisque derrière, il y aura l'érection d'un bâtiment, un bâtiment qui va répondre à toutes les normes, qui sera aussi fonctionnel. Et je crois que dans un secteur comme Pointe-Noire, il est très important que nous puissions effectivement doter cette commune d'une structure qui puisse répondre à l'aide qu'on apporte aux citoyens, aux habitants. On sait qu'on est dans une zone accidentogène, nous sommes dans une zone montagneuse, donc il est important de rapprocher au plus près la sécurité des gens. C'est tout l'intérêt et notre engagement qu'on a pris concernant les différentes casernes, la situation donc des pompiers, puisque nous avons eu une première rencontre et nous on a bien marqué notre volonté que les pompiers puissent être logés dans des casernes conformes et il va y avoir tout un plan qui sera mis en place. Aujourd'hui, nous sommes sur la première pierre pour la caserne de Pointe-Noire. C'est un investissement de plus de 2,6 millions qui avait déjà été initié, donc où on a relayé. On s'est engagé aussi sur Sainte-Rose et on fera le point d'inventaire sur toutes les casernes de la Guadeloupe et de voir quels sont les confortements, quels sont les aménagements à pouvoir mener et pour que les pompiers soient dans de bonnes conditions, mais aussi les problèmes d'équipement, puisqu'on sait que dans certaines casernes, ce sont des problèmes d'équipement et aussi donc les conditions de travail de l'ensemble donc des sapeurs-pompiers donc du SDIS. Alors c'est important à deux titres. Premièrement parce que la compétence incendie et secours, même si c'est le département qui l'a en termes de gestion des moyens et de gestion des centres de secours, c'est une mission qui est évidemment partagée. On utilise beaucoup les services de secours aujourd'hui pour le Covid, mais aussi pour les accidents de la route, mais aussi pour tous les accidents et les secours à personne. Et puis le deuxième point, c'est que cette caserne, elle rentre dans le cadre du plan Sailly-Mantille, celui qui a été décidé en avril dernier, qui va nous permettre de conforter ou de construire des nouveaux centres de secours ou de conforter d'anciens centres de secours en les mettant aux normes paracycloniques et parasismiques. Et donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de participer à ce financement, quasiment à la moitié. Le département c'est 1,5 million d'euros, l'État par le fonds Barnier c'est 1,3 million d'euros, et puis le reste ça sera le SDIS qui pourvoira. Mais voilà, donc l'importance pour nous d'être ici. Effectivement, ce centre, cette caserne pompier était nécessaire dans la Côte-Soulevant. Alors, petite question à nous téléspectateurs. Qui est le plus présent médiatiquement, Guy Losbar ou le préfet? Réponse tout à l'heure. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit M. Georges Boucard, le coordinateur du Paris. Le Paris qui a eu son premier congrès il y a quelques semaines de cela. Et depuis lors, le Paris est très présent médiatiquement. Et sur les réseaux sociaux, Georges Boucard aussi l'est. Bien entendu, puisque la situation l'exige. D'ailleurs, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10, qui est relié dans le monde entier par le biais d'Internet. Une petite pensée émue pour un de vos collaborateurs que vous avez perdu là. Xavier. Voilà, que je connais avec qui j'ai travaillé. Vraiment, c'est un gars vraiment exceptionnellement gentil, particulièrement gentil et agréable. Et vraiment, c'est. Donc, Xavier Foucan, de trop nombreuses victimes. Trop nombreuses victimes de cette pandémie. Cette pandémie, tout à fait. Alors, je disais que la situation est particulière en Guadeloupe en ce moment, on le sait, et je vous ai invité parce que je vous ai vu très présent sur les réseaux. Je veux parler. Alors, il y a eu d'abord une réponse à Madame Troubeau. Qui est intervenu, qui a fait une intervention un petit peu maladroite, on peut le dire, la semaine dernière, puis Luc Renet. Il faut être présent maintenant, médiatiquement, et sur les réseaux aussi. Oui, parce que là, en face de nous, nous avons aussi un appareil de propagande d'État qui utilise aussi ces moyens-là. Donc il n'y a pas de raison que ceux qui sont contre cette obligation vaccinale et ce passe sanitaire n'utilisent pas les mêmes moyens pour être présents et répondre du tac au tac autant que de besoin. Parce que nous arrivons vraiment à une croisée des chemins entre un choix sociétal. Est-ce qu'on va, sous couvert de santé, restreindre nos libertés? Je rappelle que la santé est un état
et non une valeur. La liberté est une valeur. Oui. Et un homme qui vit sans liberté n'est pas en santé. Donc il faut trouver là où il faut mettre le bon curseur. C'est Michel Serres, le philosophe français, qui disait ça. À force de tout mettre sur la santé, au nom de la santé, on finit par accepter cette privation de liberté qui nous a fait progressivement changer de régime. Nous sommes maintenant dans un régime. Nous avons basculé depuis le début de cette pandémie dans un régime ultralibéral, autoritaire, qui réprime la contestation. On l'a vu avec les Gilets jaunes en France. On le voit dans le monde, cette volonté d'obliger sous couvert de santé, à accepter une restriction des libertés qui sert derrière une politique qui, progressivement, depuis l'avènement de ce gouvernement Macron, le détricotage de toutes les avancées du Conseil national de la résistance depuis 1945. C'est une attaque en règle contre le droit social, c'est une attaque en règle contre la contestation par des lois la loi sur le séparatisme par exemple. On va chercher chez les journalistes les sources, on inquiète les avocats, un certain nombre chez les soignants aussi. Et chez les soignants. Et les soignants, c'est qui nous amène là aujourd'hui. Le dernier épisode en date, c'est l'obligation pour les pompiers, ce corps qui se dévoue corps et âme justement pour nous préserver dans cette pandémie. Eh bien, on va les obliger à prendre une thérapie qu'ils refusent. La majeure partie du corps des pompiers n'accepte pas cette thérapie génique. Et aussi, on a aussi les soignants qu'on applaudissait, je me rappelle les belles images de 20h, oui. On ouvrait les fenêtres, on applaudissait les soignants, et là comme récompense, on veut les contraindre à une vaccination forcée dans une thérapie qui est contestable et qui est de plus en plus contestée de manière scientifique. Alors, comme je disais, on est à la croisée des chemins sur un modèle de société. Et nous, partis politiques, jeunes partis politiques, nous ne pouvons pas nous faire de la politique sans nous intéresser à ce qui se passe dans la société. Oui. Et la société guadeloupéenne, à 80%, refuse cette vaccination forcée et ce pass sanitaire. Donc, on ne peut pas être à côté du mouvement de contestation. Oui. Alors, mais une question se pose quand même. On note, bon, bien sûr, sous les réseaux, il y a beaucoup de fake news, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus, puisque c'est récurrent un peu partout, qu'on a le sentiment quand même que le mouvement anticolonialiste guadeloupéen est en train de se déchirer, se déchiqueter, j'ai l'impression. Si on voit, il y a eu le point de vue d'un responsable de l'UPLG, il y a eu celui de l'Ukraine, et puis il y a eu toute une série d'autres anticolonialistes connus, ou même des patriotes qui prennent position ouvertement sur la question du vaccin. Mais là encore, c'est un choix sociétal. Moi, je crois que le mouvement patriotique, ce qu'il en reste, parce que je ne veux pas être sévère, mais quand on a vu ce mouvement patriotique dont deux des figures les plus importantes on se sont mis à se quereller et à demander l'arbitrage d'un tribunal français, on a... J'en sais quelque chose. On a quelque part une espèce de déliquescence idéologique. On ne peut pas demander à celui qu'on combat d'arbitrer vos conflits. Donc voilà, déjà une première dérive. Et ensuite, aujourd'hui, je dis que, par exemple, on va prendre les deux cas très rapidement. Patricia Trobo, elle a son point de vue que je respecte, mais il faut aussi admettre le point de vue des autres. Et on a une espèce de cohorte, d'un aréopage de personnes qui se coalisent pour montrer ceux qui sont contre cette obligation vaccinale comme si nous étions des parias de la société, des traites, j'ai même entendu traite, il faut même les taxer. Un apartheid vaccinal, on veut dire. Voilà, un apartheid vaccinal qui n'est pas bon pour la société démocratique dans laquelle, jusqu'ici,
Je croyais qu'on était encore, mais de plus en plus on a doute. Donc il faut résister. Il faut résister et c'est le sens de l'engagement du Paris aux côtés du LKP, aux côtés des autres forces, pour faire barrage à cette obligation vaccinale et à ce pass sanitaire. Mais on a même le sentiment quelquefois que certaines personnalités patriotiques ou proches, etc., se font le relais même du système. Mais c'est peut-être qu'à force de trop être dans le système, peut-être être tropisme. Voilà, c'est une espèce de tropisme qui fait qu'on a des positionnements qui sont extrêmement surprenants de la part de personnes qui ont voué leur vie à combattre ce système et qui se font aujourd'hui le relais de cette propagande. C'est une propagande gouvernementale, étatique, qui veut nous contraindre à nous faire vacciner. Et je dis que c'est même beaucoup plus grave que ça. Quand on observe un peu l'historique de cette pandémie, notamment pour la Guadeloupe, on a ouvert sciemment le pays à plusieurs reprises. Et à chaque ouverture, on a monté en force de la pandémie. Voilà. Et cette ouverture s'est faite sous la pression de milieux économiques qui ont voué toute l'économie de la Guadeloupe au développement touristique. Moi, je veux bien, mais si le tourisme conduit à ce que nous vivons là actuellement, eh bien, on doit pouvoir s'interroger. Un petit pays comme la Dominique a fait le chemin exactement inverse. Avec une autorité locale, on a décidé, le Premier ministre a décidé, il ferme son pays, quel que soit. Qu'advienne, on ferme. Et lorsque les choses iront mieux, on va réouvrir. Antigua a fait la même chose. Ils n'ont pas empêché aux gens de se vacciner, c'est pas ce qu'on dit. On dit pas, mais ceux qui veulent y aller, ceux qui ont confiance en thérapie, ils peuvent y aller. Mais on ne peut pas obliger ceux qui n'y croient pas, ceux qui ne sont pas convaincus. Sauf d'autant que la parole publique a été beaucoup décriée. C'est dans la dernière décennie que nous, chlordécone, centrale de l'eau, des transports, des déchets, un certain nombre de positionnements qui font que la parole publique en Guadeloupe est devenue un peu délétère. Alors, hier, je recevais ici le président de la CCIG, M. Vial-Collet, et je lui ai posé la question sur un mouvement social qui est prévu, une grève générale qui est prévue vers le 9, avec les syndicats soutenus par les organisations politiques qui sont... il me disait que pour lui, c'est une grève inutile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh bien, de toute façon, M. Vial-Collet, ce n'est pas étonnant. M. Vial-Collet est un des premiers à avoir, en pleine pandémie, suspendu les accords qu'il avait signés, les accords de branche, qu'il avait signés pour son corps professionnel dans l'hôtellerie. Il est un des premiers à profiter du détricotement de la faite par le gouvernement Macron pour le code du travail, par exemple. Voilà, pour revoir le code du travail, eh bien, il a dénoncé de manière unilatérale les accords de branche que ses pairs et d'autres avaient pris du temps à construire pour l'hôtellerie. Là maintenant, on est dans un système d'hôtellerie où ces accords de branche ont été dénoncés unilatéralement par lui. Donc ça, c'est pas étonnant. Vous savez, la cupidité, j'ai amené ce bouquin-là qu'il faudrait absolument lire, Le triomphe de la cupidité. C'est un prix Nobel d'économie, M. Stiglitz, qui raconte tout ce que nous vivons là. Eh bien, ce sont des gens comme M. Vial-Collet qui sont dans le triomphe de la cupidité, qui nous amènent aujourd'hui à une situation où il n'y a que la financiarisation, le retour sur investissement, le profit pour les actionnaires, et on pressurise donc ceux qui apportent leur force de travail et qui la mettent à disposition, parce qu'il ne peut pas y avoir d'entreprise sans travailleurs, c'est pas possible. Alors, une autre question qui va se poser maintenant. Bon, nous sommes dans la pandémie, mais on ne va pas passer toutes nos vies là-dedans. Est-ce qu'au niveau du Paris, vous avez déjà une projection, c'est-à-dire l'après-pandémie? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce qu'on va y faire sont une bonne question. Parce que qu'est-ce qu'on va y faire, raconte qu'il faut nous, je-là, repenser les rapports que nous avons avec l'État central. Ça n'est pas possible. Nous vivons en boutage jardin Étienne. Nous ne pouvons pas confier santé en nous à des gens qui ne connaissent pas socioculture en nous, des gens
tous les dans la télé, tous les mardis, les mercredis, Kavin dit nous, c'est ça pour faire une rectrice, c'est qu'on n'a pas qu'à s'en nous. Il n'y a pas connaître l'éducation, il n'y a pas connaître. C'est l'habitude de nous. C'est l'habitude de nous, et c'est Kavin dit nous, fermer tel but. Pourquoi comment ça normal qu'à 11h, on ne peut pas aller à la plage, mais c'est de 11h à 13h, quand il y a dit que tous les scientifiques ont dit que c'est là les oligo-éléments plus forts, meilleurs pour soigner et que l'exposition de son hypophyse, c'est-à-dire la glande qui est entre les deux yeux au soleil, est un catalyseur de production de vitamine D qui permet de lutter contre la Covid. Donc les gens ne comprennent pas, on a besoin d'aller à la mer. On ne peut pas se restreindre. Les gens qui vont à la mer, ils respectent les gestes barrières. Et on va m'expliquer qu'on nous empêche d'aller à la mer et qu'on ouvre le métro à Paris. Mais il y a quand même une espèce d'aberration, un non-sens. Les matchs de foot. Et les matchs de foot, sans que geste barrière, on se moque de qui là? Non, ça ne peut plus durer. Il faut que nous reprenions, il faut que de manière institutionnelle et politique, les classes politiques, les organisations patriotiques, les organisations syndicales, on se met d'accord pour avoir un nouveau rapport avec cet État central. Et c'est le A de Paris. Ah oui, ça c'est le autonome. Oui. Autonomie alimentaire, autonomie énergétique qui doivent nous amener à l'autonomie politique. Et ça veut dire que les questions de santé et de prévention qui n'ont pas été suffisamment prises en compte devront aujourd'hui être prises en compte, parce que sur le terrain on se rend compte que beaucoup de Guadeloupéens meurent, c'est vrai, mais beaucoup de Guadeloupéens meurent aussi parce que en amont ils n'ont pas été soignés comme il faut. Ah bien entendu, on voit un petit exemple, regardez le carnaval, les gens défilent le carnaval, ils sont on voit les corps, on voit le taux d'obésité. Tout à fait. Donc on le voit. Et de sucre. Et le sucre. Et le diabète. Et le diabète. Et d'ailleurs, Victorien Luel, qui est à son profit, a essayé de contrer en faisant voter une loi sur le sucre qui n'est pas respectée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les contrôles ne se font pas. Le gouvernement a réduit les effectifs de la direction des fraudes. Donc on ne contrôle plus. Le ministre de l'économie a pratiquement repoussé la sortie du rapport sur le sucre. Hein. Bien entendu, parce que c'est une bombe. Oui. Et après, on se dit, on est étonné qu'il y ait autant de comorbidités et de personnes qui décèdent du Covid, mais on a créé une fabrique à comorbidité dans ce pays-là. Il n'y a pas que l'obésité, il y a le diabète, l'hypertension, la chlordécone et le cancer de la prostate. On a un certain nombre de griefs qui méritent réparation. Et la Guadeloupe ne pourra pas faire l'économie de ce débat-là, sinon il n'y aura pas de paix sociale en Guadeloupe. La méfiance réciproque des acteurs, elle est liée à tous ces problèmes qui ne sont pas réglés depuis des lustres. Je ne veux même pas parler de l'accumulation du capital, c'est encore un autre sujet, qui montre qu'on est dans une société d'injustice et les inégalités se creusent et ça se voit de plus en plus. Donc comment voulez-vous rassembler une société quand cette méfiance réciproque est là? Donc il y a nécessité de mettre en place les instances de régulation, les instances de dialogue entre toutes les composantes de notre société pour qu'on puisse bâtir un pays qui, avec un nouveau statut, un peu comme la Nouvelle-Calédonie, comme la Polynésie, avec une sorte de pouvoir localisé sur place, parce que c'est même le sens de l'Union européenne qui parle du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la décision se prend le plus près du citoyen. Georges Boucard, merci. Et puis bonne chance pour le Paris. Merci. Après, que tu joues Paris. Ah, nous Paris, plus que jamais Paris. Et nous croyons aux élections législatives, nous croyons aux élections pour aussi porter cette parole-là, parce que le peuple a besoin de personnes qui n'ont pas peur de le défendre, quel que soit X ou Y, contre vent et des marées, nous Paris. 13h04, on prend la première pause avec 4 minutes de retard. On va essayer de rattraper tout à l'heure. Et on va recevoir dans un instant Barbara Olivier Zandronis, qui est journaliste à France Antilles, et Jules Prétémont, directeur du SAS Andigo Caribbean. Pour l'instant, pause. Voilà, il est exactement 13h09. Je vous l'ai dit, on va recevoir une journaliste, Barbara Olivier Zandronis, qui est journaliste à France Antilles. Et je disais, bonjour Barbara. Bonjour Dani. Et je disais que nous sommes des journalistes en pays confiné. Oui, un pays confiné en ce moment, c'est assez particulier pour les journalistes, mais là je parle en mon nom. Oui, bien sûr. C'est important de le préciser, je parle pas en nom. Bien sûr. En tant que journaliste, bien dit journaliste. Voilà, c'est ça. Oui. C'est difficile le travail tous les jours. Oui, c'est difficile puisqu'en fait nous sommes d'abord des Guadeloupéens, des citoyens.
Donc, comme toute la population, nous sommes touchés par ce qui se passe, par nos proches. Nous ne sommes pas des journalistes venus de l'extérieur. Hein. Nous vivons ici. Il n'y a pas de renfort journaliste. Non, nous vivons ici, donc nous sommes tout aussi impactés que le reste de la population. Je crois que personne ne peut y échapper aujourd'hui avec cette 4e vague. Donc toute l'information est concentrée sur l'actualité Covid. Il arrive souvent... C'est pas un peu fatigant à la fin? C'est éprouvant. C'est éprouvant parce qu'en fait, il est conseillé justement de fuir un peu les médias pour préserver sa santé mentale, de suivre les actualités, mais une fois par jour. Et en fait, nous, on a un devoir d'information. Donc nous sommes plongés dans cette actualité tous les jours. Et puis des fois, ça arrive, moi je lis des fois sur les réseaux sociaux, les gens qui se plaignent que les journalistes n'essaient pas de trouver d'autres sujets, qui créent ce climat anxiogène qu'on retrouve en Guadeloupe dans les médias. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que nos journaux reflètent la réalité du territoire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il n'y a pas de manifestation. Oui, mais il y a très peu de choses. C'est pas avec ça qu'on fait un journal, concrètement. C'est pas avec ça qu'on va remplir un journal. Il n'y a pas de culturel, il n'y a pas de Voilà, exactement. On est face à une réalité qui nous touche tous. Moi, j'ai hâte que tout ça se termine, qu'on passe cette crise, même si je pressens qu'on en a encore pour quelques semaines. Encore pour quelques semaines Enfin, quelques semaines, pour plusieurs semaines. On aimerait bien tous, on aimerait bien, mais c'est la réalité du terrain, c'est que pour le moment, les familles sont éprouvées, les soignants sont éprouvés, les malades sont éprouvés, tout le monde l'est en fait. Et on a un devoir d'informer. Alors, est-ce que c'est plus difficile d'informer en pays confiné qu'en pays normal, entre guillemets? Je dis normal, entre guillemets. Bien sûr que c'est plus difficile parce qu'il y a très peu de choix dans l'information, qu'on crée lorsqu'on met en place un journal, un JT, un 19h, un journal d'information, un quotidien. Vous choisissez votre information, vous choisissez ce que vous allez retranscrire. Tout à fait. Alors que là, en fait, on est limité dans ce choix. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que nous n'avons pas le choix. L'actualité, elle est stressante, elle est anxiogène, j'y arriverai. Et en fait, elle reflète tout simplement cette réalité. Est-ce qu'on a des refus d'information? C'est-à-dire que, en tant que journaliste, on le sait quelquefois, on appelle quelqu'un pour une info, pour une interview, on dit « Ah non, on ne va pas parler, on ne veut pas dire rien. » Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en ce moment, le contexte est assez difficile, parce qu'on a eu une vague de fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux. On sent que les gens sont sous tension, donc les gens prennent la parole et des fois sont très virulents ou alors ont peur de prendre la parole, et ça je peux même le comprendre puisqu'on assiste à des comportements où les gens ont perdu un peu leur lucidité, j'ai presque envie de dire. Il faut faire attention. À ce point-là ? J'ai un peu ce sentiment qu'on est tous sous pression en fait, et que cette crise en fait qui a démarré en mars 2020, elle s'étend, comme elle dure, elle s'étend dans le temps comme ça, elle s'inscrit dans le temps. Ça devient de plus en plus difficile de garder, je pense, son sang-froid, de maîtriser toutes ses émotions, parce que ça devient long. Et on n'était pas habitué à ça. Mais c'est inédit pour tout le monde, et surtout je pense qu'en Guadeloupe, on ne s'y attendait pas, parce que j'ai su que lorsque la 4e vague a débuté, au CHU, on s'apprêtait à fermer une unité de réanimation Covid. Mais on peut aller même plus loin. Avant la première vague, avant le Covid, l'hôpital de Marie-Galante était plus ou moins, entre guillemets, pas vraiment fermé, mais on sentait bien qu'on le mettait sur le bord. Celui de Basse-Terre, le CHBT aussi. Heureusement on peut dire heureusement qu'il y a le Covid, parce que ça a permis de redonner du ballon à ces hôpitaux. Alors, mais ça c'est le travail du journaliste au quotidien, et donc le choix j'ai envie de dire éditorial est limité Covid. C'est-à-dire que le matin, comité de rédaction, Covid. On respire Covid, on mange Covid. On aimerait bien manger autre chose, mais enfin, voilà, on n'a pas tellement le choix. Il n'y a pas que ça. En ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités axées sur le virus, d'autant plus que le confinement a été prolongé jusqu'au 19, et que peut-être qu'on ne sait pas encore si finalement il ne sera pas reconduit après, parce qu'on a du mal à avoir les informations concernant l'évolution du virus, même si on aura les chiffres cet après-midi avec l'ARS. Oui, bon, on sait déjà. Il n'y aura pas de surprise. Enfin, on espère. La semaine dernière, Barbara, Patrick Caram est venu en Guadeloupe. Je l'ai rencontré à l'aéroport, je lui ai posé une question sur son arrivée. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai vu qu'il y avait 2 traitements. La veille, Air France était arrivé avec des renforts.
préfet et ARS était là. Et quand Patrick Caram est arrivé, il n'y avait que le président de région et le représentant du conseil général. Et j'ai vu un papier qu'il n'avait pas l'air très content. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne l'ai pas revu. Alors moi, je n'étais pas à l'aéroport, donc je ne peux pas affirmer. Mais j'ai vu qu'il y a un papier sur Patrick. Voilà, en fait, il a surtout réagi après sa venue en Guadeloupe, où, et là je peux le dire parce que je me suis entretenue avec lui, où en fait, en tout cas, on lui a dit que la présidente, la directrice de l'ARS n'était pas contente qu'une négociation ait été faite entre le conseil régional de l'Île-de-France et celui de la Guadeloupe directement sans passer par l'ARS, sans passer par l'État, et qu'elle menaçait justement de confisquer les 130 lits de réanimation. 13 lits, pardon, excusez-moi, oulala. Les 13 lits de réanimation. Les 13 lits de réanimation qui ont été financés par l'Île-de-France. Voilà. Moi, j'ai contacté en tout cas Valérie Denux et qui m'a clairement dit qu'elle ne comprenait pas d'où venait cette information, parce qu'elle ne connaît pas monsieur Caram. Ce qui est ressorti en tout cas de cette interview, c'est qu'il était à la fois mécontent parce que pour lui il y avait une forme d'ingérence sanitaire, c'est-à-dire des technocrates qui s'occupent des affaires locales, et il dénonçait en parallèle aussi un manque de concertation avec les élus locaux. En gros, ce sont les technocrates, les autorités au-dessus qui prennent les décisions pour la Guadeloupe. C'est ce qui est ressorti de son interview, et il était effectivement très remonté. Alors justement, sur ce sujet, moi je lui avais posé une question parce que je trouve un peu particulier que Patrick Caram vienne en Guadeloupe. Bon, il a le droit, il est guadeloupéen. Il porte 13 lignes en Guadeloupe, 13 lignes en Martinique. Et Madame Pécresse est en campagne présidentielle. Exactement. Donc il n'y a pas de hasard. Certainement. Je vais essayer de ne pas faire d'analyse aujourd'hui, parce que ce n'est pas le plus important par rapport à tout ce qui est en train de se passer, même si je pense ce papier, on aurait peut-être pu attendre avant de le sortir. Ah bon, pourquoi? Mais en même temps, non, mais je veux dire par rapport à la crise sanitaire, il y a la réalité, c'est que les gens sont en train de mourir. Et que le plus important, c'est de parler des solutions et des moyens. Là, il est déjà en train d'accuser, puisqu'il a quand même remis aussi en question la responsabilité des autorités de l'État dans la gestion de la crise sanitaire, qu'il estime tout simplement responsable de ce qui se passe, de cette faillite, de cette hécatombe, parce que pour lui, le taux d'incidence, d'arriver à un tel taux d'incidence ne peut pas s'expliquer uniquement par un retard de vaccination. Il a été clair. Maintenant, là, il était déjà un peu dans le bilan. Donc, je ne vais pas aller plus loin. On ne va pas y aller pas aujourd'hui. Parce que, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été l'ordre du jour du comité de rédaction, si on va en parler quand même? Lors du jour du comité de rédaction, on a parlé de la loi Lurel sur le sucre. Sur le sucre. Qui revient. Ça, c'est un bon sujet, qui est revenu. Qui n'est pas Covid, ça. Qui n'est pas Covid. Enfin, pas directement. Qui n'est pas directement Covid, parce que je pense qu'il revient parce que justement, il est quelque part lié à l'obésité. Et toutes les maladies liées au taux de sucre maximum en Guadeloupe. Et effectivement, alors ce sujet, c'est toi qui vas le traiter demain? Oui, alors il ne sera pas publié demain, ça demande un petit peu plus de temps, mais il sera dans les prochains jours. C'est Nathalie Dinan, rédactrice en chef, qui va décider de sa publication, du jour de sa publication. Elle va décider positivement. Voilà. Mais autrement, on continue à parler effectivement du Covid. On essaie d'être au plus près des gens, des soignants, qu'ils puissent s'exprimer, parce que j'ai bien compris que c'était vraiment important pour eux. Je me souviens encore du jour où je suis allée en immersion au service réanimation du CHU. Et à un moment donné, il y a quelque chose, un des internes me dit « Merci d'être venu pour montrer la réalité de ce qu'on vit ». Parce qu'en fait, je pense qu'il vivait très très mal le fait qu'il y ait beaucoup d'informations qui circulent en disant ce n'est pas très grave ce qui se passe au CHU, il n'y a pas beaucoup. Et en fait, en tant que soignant, étant épuisé psychologiquement, etc., par ce qu'ils vivaient, je crois que c'était d'autant plus insupportable pour eux que leurs paroles ne soient pas exprimées, que les gens n'entendent pas ce qu'ils ont à dire en fait. Donc on essaie d'être au plus proche de l'information. De la réalité. De la réalité. Donc c'est 100% Covid dans l'info. C'est 100% Covid, mais ici aussi un petit peu quand même. Même si on fait un effort d'aller vers autre chose. Alors moi, il y a une question que je vais poser à tous les journalistes que je vais recevoir. Comment être moins anxiogène? Est-ce qu'il y a une réponse? Il n'y a pas de réponse. C'est de varier les sujets. Bon, je vais parler pour France Entière. Hier, on a publié quand même, on a fait la une du jour sur comment
comment sortir, ne pas céder, résister à la pression. On essaie d'équilibrer, voilà, avec des interventions de psychologues, docteur en psychologue qui était venu d'ailleurs sur ce plateau, des spécialistes de médecine. Voilà, Madame Salin, des spécialistes de médecine alternative comme l'Ayurveda, d'autres techniques. On essaie de varier un petit peu, mais c'est très compliqué que de ne pas publier des sujets qui font mal aux yeux, quoi. Tout à l'heure, il y a notre Barbara qui sera avec nous. Oui, voilà, ça fait du bien parce qu'elle est très lumineuse, Barbara Montpierre. Elle est coach, justement, c'est pour voir un petit peu baisser la tension, parce que je sais que c'est pas... Alors, je pose quand même la question, puisque Barbara est là en tant que journaliste aussi. Bois-Galba, un petit mot quand même, tout petit mot. Bois-Galba va revenir. Alors, je veux revenir quand même. Il y a une belle saison, il faut le dire, de Bois-Galba, qui s'est terminée, et donc Bois-Galba is coming back, comme on dit. Oui, c'est ça. Alors pour le moment, on n'a pas encore de date précise pour la reprise. Certaines émissions ont été rediffusées sur le service public tous les dimanches. J'y suis que lundi également aussi. On espère vraiment revenir avec d'autres problématiques qui justement, je pense que Bois-Galba... Ce sera Bois Covid, non? Non, ce sera non, on essaiera d'éviter, même si on va toujours... L'idée pour nous, c'est de parler des problématiques sociétales qui touchent cette société, mais toujours en tirant vers le haut. Parce que une situation, c'est toujours une question de perception. Parler justement de l'exode des jeunes, oui, mais avec quelle perception? Est-ce que la Guadeloupe est en mesure d'accueillir tous ces jeunes talents partis? Il faut poser la question autrement et voir une autre facette de la réalité. Donner la parole à Lévini, par exemple. Mais en fait, on l'a déjà fait. On l'a fait sur. Oui, voilà, on l'a fait. C'est un exemple pour dire en fait qu'il est important pour nous de parler des sujets qui fâchent, mais autrement. D'accord. Bien, merci Barbara. Merci David. Barbara 1. Et je reçois Jude Pétrémont, restez là, puisque on va parler de Andigo Caribbean. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci de nous avoir invités. Alors, on m'a dit que c'est une petite structure qui s'est montée récemment. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Andigo Caribbean pour les gens qui ne savent pas et qui en auront besoin sûrement? Oui, je pense. Alors, c'est une société toute neuve qui a été créée en juin, mais qui a été en réflexion, en développement depuis au moins 2 ans, avec quelques phases. Voilà. Et je crois que le Covid a beaucoup aidé justement à ce que cette structure se mette en place. Donc, Andigo Caribbean, donc c'est Andigo handicapé, go. Allons-y, en Ouaille, Caribbean, parce que c'est par rapport au rayonnement caribéen. D'accord, nous sommes en Guadeloupe, mais nous sommes également dans un archipel, donc il faut qu'on en profite. Et si vous voulez, le nom de la structure est venu du fait que j'étais à Saint-Martin pendant 3 ans et ça m'a permis de... Voilà. C'est quoi la consonance anglophone Andigo et Caribbean? Exact. Et puis surtout au retour à l'anglais, parce que j'ai fait une petite recherche assez intéressante sur le mot handicap, et c'est assez particulier parce qu'en fait, c'était un jeu à la base. Hand in the cap. Hand in the cap. Donc la main dans la casquette. C'était un jeu une sorte de tirage au sort entre 2 partenaires et en fait, on pouvait tricher un petit peu en chargeant un petit peu, en dévaluant ou en surévaluant certains objets. Il fallait trouver le juste prix, si vous voulez. Et finalement, c'est passé au terme sportif, donc voilà, avec l'hippisme. Et du coup, on est arrivé au handicap. Et juste le petit détour, c'est que lorsqu'on dit qu'une personne a un handicap lourd à porter, ça renvoie directement justement au hippisme où on chargeait les chevaux les meilleurs, les plus rapides qui gagnaient tout le temps pour pouvoir empêcher, pour rééquilibrer l'équilibre. Voilà. Alors concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'Andigo Caribbean fera pour les Guadeloupéens qui vous regardent et qui vous découvrent? La particularité, c'est le loisir. En particulier, justement, c'est le loisir. Et justement, nous parlons du Covid, nous parlons de toutes ces pressions qui sont mises par rapport à toutes les informations que nous avons, tout ce que les gens vivent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'ouvrir à autre chose. Donc, en gros, c'est quoi? C'est permettre aux gens de pousser leurs limites par rapport à leur situation de handicap. C'est important. Et pour ce faire, découvrir un panel d'activités qui sont proposées par des partenaires locaux. Et même dans la période actuelle, vous arrivez quand même à faire des propositions. Ah ben oui, on peut développer les
l'esprit. On peut faire des activités. Les jeux de société, par exemple, c'est une activité. Le fait de ne pas rester uniquement dans quelque chose. Du point de vue intellectuel, on peut avoir des débats, on peut avoir des échanges. Tout ça, ça nourrit l'esprit, la lecture, etc. Donc, on peut vraiment recréer quelque chose qui ne soit pas uniquement fermé dans le question du handicap physique, puisque finalement, le loisir n'est pas que forcément le fait de sortir, même si la volonté première, c'est de faire les gens sortir du clinique, de leur lit, pour l'extérieur. Alors, quand on monte une entreprise, il y a quand même un modèle économique. Oui, un modèle économique. Comment Andigo va s'en sortir financièrement en vendant ses services? Comment ça se passe? Alors, en vendant les services, donc il y a des forfaits qui seront faits, qui seront mis en place avec les différentes aides possibles en fonction des situations de chacun, qui feront que l'entreprise vivra parce qu'il faut qu'elle vive. Et d'ailleurs, au passage, je précise qu'on a fait le choix de l'entreprise et non pas de l'association parce que c'est un petit peu l'idée d'être en association, ça renvoie à l'idée d'être un petit peu dépendant d'un système, alors qu'en étant dans l'entreprise, on se lance dans quelque chose, on ose. Et c'est ce message qu'il faut faire passer. Et puis, deuxièmement, c'est justement, c'est de pouvoir développer davantage d'activités, donner l'envie aux gens de pouvoir investir, parce que la personne en situation de handicap, c'est aussi une personne qui est au centre, qui n'est pas en jeu, qui est au centre de l'économie, et donc elle fait partie des clients comme toute personne valide. On peut poser une question? Moi, je découvre cette structure. Comme on a parlé, je me suis dit, bon, ce serait bien qu'ils viennent sur une SAS, en plus, expliquer un petit peu. Alors, l'aspect caribéen. Oui. Alors, encore une fois, alors je suis sapeur volontaire, je suis parti en mission après Irma. C'est vrai que Irma, ça a été désastreux, mais paradoxalement, ça a aussi permis d'ouvrir certaines fenêtres. Et pour moi, c'était une expérience très, très intéressante, très enrichissante, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens dans une situation particulière. Voilà. Partant de là, il y a eu déjà la confrontation aux personnes dites valides d'une situation de handicap par rapport à IMA. Il y a eu, alors, expérience vécue, c'était de donner des cours de natation si vous voulez, au sein d'une association de parents d'élèves à des parents qui, justement, de par leur peur, bloquaient l'accès à la mer à leurs enfants. Et du coup, des personnes sont venues spontanément vers moi en me disant, tiens, est-ce que je peux apprendre? J'ai une dame de 72 ans qui a voulu apprendre à nager. Et l'expérience la plus belle, c'est d'avoir réussi à faire quelqu'un qui avait une phobie de la mer entrer dans l'eau et faire 100 mètres, aller à près de 6 mètres au-dessus de l'eau, au-dessus du fond, voilà. Donc ça, c'était pour moi la plus grande expérience. Et partant de là, justement, se dire, mais en fait, pourquoi ne pas ouvrir cette activité à des personnes, un public plus large? Donc la gamme des services, l'offre de services de handicap est assez large quand même. C'est un panel extraordinaire. C'est tout ce qu'il y a concrètement, tous les impossibles, j'ai envie de dire. Même pas tous les possibles, tous les impossibles. Non, j'exagère. Mais en fait, en gros, ça veut dire quoi? Il y a des partenaires, parce que ça aussi, l'esprit d'Andigo, c'est pas uniquement d'être exclusif, c'est de s'ouvrir aux autres entreprises. Ça veut dire que il y a des partenariats. Une entreprise qui propose une activité et tout, on peut mettre en relation avec la personne en situation de handicap. Par contre, il faudrait qu'il y ait des professionnels qui sont en mesure d'accompagner. Donc, il y a une équipe. Moi, je suis soignant et sapeur-pompier, donc il y a ce côté du soin et du secourisme. Mais à côté, il y a des travailleurs sociaux, donc qui savent mettre en place, proposer les moyens qu'il faut pour pouvoir permettre l'accès à certains types de personnes en situation de handicap. Et c'est tout ça. Donc, c'est vraiment une équipe qui propose, qui diffuse un petit peu ses compétences un peu partout. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir fédérer toutes ces équipes-là, toute cette dynamique pour permettre aux gens justement de vivre. Parce que c'est ça. Alors, cette période-là, c'est vivre. Il y a deux situations. Il y a la situation actuelle, pandémique, et après. Exact. C'est ça. L'après, pour l'instant, nous mêler. C'est-à-dire que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas, par rapport au confinement, on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit respecter les règles. Maintenant, ça veut dire qu'on peut toujours faire des choses. Donc, il y a, par exemple, les courses, alors ça n'a rien à voir, mais l'activité, donc, faire des courses pour certaines personnes, éventuellement les emmener, faire des partenariats à domicile, voilà. Les faire sortir, c'est bien aussi, d'accord. Pas faire, mais faire faire ou participer à. Et puis après, une fois que les portes sont ouvertes, et j'espère bien que Covid, oui, ça vient. Donc à ce moment-là, on passera. Nous dépasser ça. Donc avant là, ça, si on avait fait un coup de parachute, moi, pas moniteur à parachutisme, mais les gens qui savent faire parachutisme, les gens qui moniteur, les gens qui pédagoguent. Donc il y a qui savent qui gens pour faire. Par contre, moi, ça qui est important, c'est de voir comment est-ce que je mets en place en termes de sécurité pour être sûr que le parcours de la personne de sa maison à l'activité, à son retour à la maison, soit assuré, soit protégé.
Et ça ne coûte pas trop cher? Non, il y a différents tarifs, on ne va pas s'étaler dessus pour l'instant. Mais en tout cas, non, tout est négociable, j'ai envie de dire. On adapte parce qu'il y a quand même, nous sommes des soignants, nous sommes des travailleurs sociaux, on sait ce que c'est. Oui. Donc voilà. Andigo fédère, enfin, je veux dire, rayonne sur toute la Guadeloupe ou bien basé. Alors comme ça commence, j'ai envie de dire que le petit moment là où il y a eu avec la force des réseaux sociaux, le petit message qui est passé, la petite comment dire, le petit il y avait un besoin en fait. Il y avait un besoin. J'entendais tout à l'heure ce que disait c'est Barbara, c'est ça? Oui. Voilà. Et effectivement, je rebondis tout à fait et j'entends tout ce qu'elle dit parce qu'effectivement, on se rend compte que le Covid a handicapé tout le monde. Donc finalement, la situation de handicap, ce n'est plus la personne handicapée, c'est carrément le handicap. Donc toute personne handicapée, enfin, finalement, par rapport à cette situation. Et je crois qu'il y a aussi du bon parce qu'au-delà de ça, Andigo a aussi cette vocation de pouvoir créer la mixité sociale. Ça, c'est aussi important. Donc permettre aux gens d'avoir aux personnes en situation de handicap d'avoir une visibilité différente et recréer ce lien que nous avions et que nous avons perdu. Gilles Pétémont, merci. Un contact peut-être? Alors, oui, un portable, 06 90, voilà, 06 04 16. 0416. Voilà. Bien, écoutez, on vous remercie d'être venu présenter. Je vais une petite vérification parce que j'ai un tout petit c'est ça. Allez-y. Voilà, c'est ça. Le numéro est tout frais, donc c'est 06 04 16. C'est ça. Voilà. Mais on vous remercie en tout cas d'être venu présenter cette structure nouvelle. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et puis, après le Covid, j'occupe un ballon. Ah, pas géant, c'était ça. Merci bien. On aussi. Voilà. 13h30, deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec une autre Barbara. Merci mon Pierre, celle-là, c'est une coach consultante certifiée et elle va nous donner un petit peu d'apaisement. On en a bien besoin tout à l'heure. Oui, quand tu es prêt. Ah d'accord. Voilà, il est exactement 13h35. Je le disais tout à l'heure, une Barbara peut cacher une autre et celle-là c'est mon Pierre. Bonjour Barbara. Bonjour Danick. Bonjour. Oui, ça va très bien et toi? Mais ça va. Hein? Barbara, bonjour aux téléspectateurs aussi. Oui, bien sûr, téléspectatrices et téléspectateurs. Barbara, elle est coach consultante, elle est certifiée Wellbeing, elle a son diplôme de coach. Et dans la période actuelle, Barbara, je t'ai fait venir parce que on sent que les Guadeloupéens sont anxieux, stressés, etc. Et ils ont besoin un petit peu de se déconnecter un petit peu et d'être dans une situation beaucoup plus calme. Et donc, j'ai pensé qu'une coach comme toi, qui rayonne, puisque il faut le dire, tu es quand même la chroniqueuse coach du ZCL, c'est pas par hasard que tu es là, qu'on t'a choisi, et donner aux Guadeloupéens un petit peu d'air, d'oxygène. On dit qu'il manque de l'oxygène au CHU ou je sais pas où, mais on a besoin d'oxygène pour sa tête aussi. Tout à fait, Danick. Mais déjà, vraiment, je suis heureuse de vous retrouver tous. Je commence par vous envoyer plein d'amour, plein d'ondes positives, véritablement, puisque c'est vrai que le contexte est très difficile. Au-delà, en plus de tous les décès qu'on peut entendre, enfin, vraiment avec la situation sanitaire qui se dégrade, enfin, on va espérer une amélioration. Mais je pense vraiment que la première chose que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que nous sommes vraiment, nous suivons l'actualité, nous sommes vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est une bonne chose d'être informé, simplement ça va avoir un impact direct sur notre âme, sur notre fort intérieur. Plus nous allons regarder les réseaux sociaux, les informations qui malheureusement ne sont pas forcément positives, plus nous allons nourrir des pensées, des ondes négatives. Donc ça ne veut pas dire de ne pas se tenir informé, c'est important. Simplement, il est premièrement important d'arriver à faire une coupure, de se dire que stop, je ne vais pas être vraiment à l'affût de tout ce que je vois passer. Oui, surtout qu'il y a beaucoup de fake news aussi. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en fait, le négatif appelle le négatif. C'est une espèce de spirale, un engrenage qui va avoir un impact, bien sûr, évidemment, notre mental, notre moral, mais ensuite, ça va aller plus loin, la motivation et sur le physique, puisque finalement, on ne génère pas de choses positives au corps. Voilà, donc c'est la première chose que je pourrais dire. Ce n'est pas évident, hein, mais c'est d'arriver à se constituer une forme de bulle. Une bulle qui sera à moi, une bulle que je vais appeler ma bulle de bien-être, donc qui se constitue, hein, c'est pas du jour au lendemain, surtout quand on est très actif. Je suis très active sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que ça a été par exemple un apprentissage pour essayer de s'en servir différemment, être informé oui, mais arriver à faire un stop. Un stop, donc je parle des réseaux sociaux, mais ça va être aussi de retirer tout ce qu'on va appeler des parasitages. Quand je dis parasitage, eh bien, c'est tout ce qui va nous bouffer de l'énergie.
sans compter bien sûr l'énergie et la positivité. Oui. Donc ce sera de prendre le temps de se dire, ok, mais là je fais un stop, je prends un temps d'arrêt pour me dire, non mais là regarde ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je suis vraiment par mots et par vous, je suis à l'affût de tout ce qu'il y a comme information, mais en fait ça m'oppresse, ça génère du stress, des angoisses en plus de ce que je dois gérer déjà au quotidien, puisqu'il y a effectivement le deuil, il y a effectivement l'angoisse par rapport aussi au fait d'attraper ou pas ce fameux variant qui a fait pas mal de dégâts. J'en sors, hein. Voilà, j'en sors ainsi que ma famille. Eh bien écoute, ça a été très compliqué. Mais, pendant combien de jours ça a duré? Alors pour moi, 12 jours, bien 12 jours à terre. À plat? Oui, à plat. À plat, oui. Ouais. J'ai eu tous les symptômes. Alors, à plat, tout est relatif. Hein, oui. Et c'est là où on arrive justement à trouver des choses qui nous motivent. C'est que je ne suis pas allée au CHU. Voilà, j'ai pas eu de forme grave. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Eh bien, qu'est-ce qui m'a sauvé? Eh bien, écoute, c'est fort comme mot. Attention, hein, on va me guider sur quelque chose là. Hein? La spiritualité, je le dis juste comme ça. Oui. Voilà, donc j'en parlerai tout à l'heure, la spiritualité. Et après, justement, le fait de pouvoir cultiver les pensées positives. De me dire chaque jour, donc ça c'est quelque chose que je peux inviter aussi les téléspectateurs à faire, de me dire chaque jour, ok, il y a un fait, je suis malade, c'est fait, voilà, de toutes les façons, mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce que je peux proclamer de positif sur ma vie? J'ai tous mes membres, ce n'est que pour un temps, je vais y arriver, je suis forte. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on vient contrecarrer les effets justement des effets extérieurs. On se nourrit intérieurement en proclamant des choses positives. Donc moi, la première chose que je peux conseiller aussi de faire en ce sens, pour les personnes qui souffrent de la COVID ou même qui sont en période vraiment anxiogène, c'est chaque jour d'avoir une dynamique positive, en commençant dès le matin à proclamer quelque chose de positif. C'est-à-dire, soit je vais réussir à faire ce que j'ai envie aujourd'hui, soit je suis forte, je suis dynamique, ça va aller. Quelque chose pour, comme je parlais du fait que l'âme soit une éponge, quelque chose pour venir contrecarrer toutes les pensées, les afflux de pensées négatives qui viennent pour nous charger, puisque ça a un impact sur le physique direct. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire. Ensuite, tu me dis, hein, bien sûr, je te laisse commenter. Oui. Il y a autre chose qui m'a beaucoup accompagnée et aidée, je parlais de spiritualité. Alors, je vais prendre bien sûr des pincettes. Chacun y trouvera son compte. Hein. Bien sûr. Voilà. L'idée, c'est de se dire qu'on va aller à la rencontre de son être intérieur. On va aller à la rencontre de son fort intérieur. Puisque chacun, et ça je pense que tous les coachs pourront le dire, quand on accompagne une personne, eh bien, on va l'accompagner à découvrir des capacités, des aptitudes qu'elle a déjà, mais dont elle n'a pas forcément conscience ou qu'elle refoule. Eh bien, l'idée, c'est que aussi seule, donc ça n'empêche pas l'accompagnement du coach et de spécialistes, mais seule à sa portée, surtout en cette période de confinement où on n'a pas forcément plein d'activités, hein, n'est-ce pas? Très peu. Voilà, ça c'est encore un autre sujet. Oui. Si possible, on en parlera tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de se dire que je vais prendre un temps de silence pour me faire du bien et aller à la rencontre de moi-même. Tu vois, là, ça fait référence un peu à la chronique. Oui. Dans cette phase de silence, alors on peut commencer par de la cohérence cardiaque, prendre un temps où j'inspire et j'expire 5 secondes, les 4 R, n'est-ce pas? Les 4 R, oui, je sais. Non, s'il te plaît, je les connais, mais je ne les connais pas. Non, mais je vais le dire, je vais redire. Respiration. Voilà, alors, respiration, relaxation, réflexion, réaction. Et réaction, voilà. Comme on l'a déjà dit, hein, c'est vraiment un phénomène physiologique. C'est important. Hein. Mais c'est la base. La respiration, c'est important. Voilà. Surtout, justement, on voit que des gens meurent justement par manque d'oxygène, des problèmes respiratoires. Tout à fait. Donc, il faut être en mesure de contrôler sa respiration. C'est ça. Et alors, tu faisais ça chez toi chaque jour? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, après, c'est difficile, ça peut être difficile. C'est difficile, pardon. Je dirais qu'en fonction des personnes. Par exemple, si on prend un exemple, là, je me permets, parce que c'est toujours plus parlant. Je suis une personne de nature stressée. Chaud pour chaud. Tu vois, on m'appelle beaucoup too fast. On m'appelait beaucoup too fast. Eh bien, écoute, cet exercice de cohérence cardiaque et même de méditation a pu me permettre d'être plus apaisée, plus en paix, plus calme. C'est-à-dire que c'est une hygiène. Voilà, c'est une hygiène de vie. Donc, on démarre par... ça va être compliqué au départ pour certaines personnes, comme d'autres pourront s'oublier dedans. Mais commencer ne serait-ce que par 2 à 5 minutes
Voilà, qu'on essaie de faire ça le matin, l'après-midi, le soir, ou à minima matin et soir. D'accord. En prenant le temps vraiment d'inspirer et d'expirer. C'est la relaxation. C'est une forme, voilà, c'est ça, c'est une forme de relaxation, de cohérence cardiaque, qui peut nous conduire ensuite à la méditation. Justement, j'allais y venir. Est-ce que c'est pas de la méditation? C'est là pour tout mettre de la méditation. Exactement, c'est le démarrage. Oui. Et c'est-à-dire que plus, quand on parle de sagesse, il y a beaucoup de choses qui s'acquièrent quand on prend ce temps. C'est pas évident, hein, ça demande un effort. Quand on prend ce temps pour s'écouter, pour faire silence et pouvoir se faire du bien. Quand on fait ça, on se fait du bien puisqu'on prend pleinement conscience de toutes les parties de son corps. On peut prendre conscience aussi des mots. Si par exemple j'ai tendance à, quand je suis stressée, à avoir très mal à la tête ou encore mon cœur qui bat très vite, eh bien je pourrais prendre conscience de mes mots, écouter mon corps, écouter ce que ça génère comme émotion, comme réaction par rapport aux autres, et je vais me renforcer moi-même. C'est en ce sens que j'aime bien quand on parle de fort intérieur. Aussi, même si ça s'écrit F-O-R, voilà, on parle vraiment de l'être intérieur, mais ça, pour moi, ça génère une force. Voilà, donc ce temps de méditation aussi, on va dire, pas évident soit-il à mettre en place pour démarrer. Donc on commence à son rythme, hein, puisqu'il faut aussi se ménager 1 minute, 2 minutes, et avoir cette hygiène qui va nous permettre justement de mieux réguler nos émotions et pouvoir gérer justement les facteurs extérieurs qui viennent en fait nous frapper, hein, faut dire ce qui est. Puisque ça, on ne peut pas changer ce qui vient extérieurement, par contre, on peut changer notre rapport avec l'extérieur. Oui. Et donc, dans tout ça, tu n'as rien dit sur les remèdes gaziers, donc il n'y a pas eu de remèdes gaziers. Bien sûr, mais ça c'est la base. Oui. C'est la base. J'en profite pour remercier. Et je remercie pour. Ben voilà, je profite pour remercier toutes les personnes, vraiment tous les messages de téléspectateurs, téléspectatrices, mais aussi de personnes qui m'entourent. Toi, bien sûr, on n'en parle pas, qui m'ont encouragé, qui envoyaient des messages tous les matins. Comment tu vas, de quoi tu as besoin. Donc j'ai pu avoir des remèdes. Donc ça c'est Claire Zebapic. Il y a même des noms que je ne connaissais pas, mais j'ai fait confiance. Oui. Et j'ai pris, et c'est vrai que... Des choses qui étaient quelquefois un petit peu amères, mais il faut... Oui, mais comme j'avais perdu une partie du goût, donc tu sais... On ne sait même pas si c'est amer ou si c'est sucré, c'est ça? C'est ça, voilà. Mais tu vois, ça me permet de rebondir sur une chose, la positivité et l'amour. Oui. Pour contrecarrer justement tout ce qui se passe, nous sommes nés pour aimer. Oui. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience parce que les éléments extérieurs nous font justement ne pas être forcément, spontanés, ne pas être forcément positifs et nous emmènent à être négatifs, à se battre, à se fâcher, à être dans toutes ces formes en fait de manifestations qui ne sont pas nécessairement qui nous sommes. Oui. Le fait de pouvoir se dire, par exemple, Danick, tu es beau, je suis heureuse de te voir aujourd'hui. Oui. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, je suis contente de vous retrouver, je vous aime. Oui. Se dire qu'on est acteur de cette paix, qu'on puisse dégager autour de nous un message de paix, un message d'amour, même si c'est à distance, nous sommes avec les médias, mais de savoir que quand je le dis, je le pense vraiment. Tout à fait. Tu vois, donc ce sont des choses qu'on peut mettre en place aussi pour nous aider, puisqu'en fait, en donnant, sans chercher à recevoir, on reçoit. Alors, mais quand même, il y a une question professionnelle que je pose quand même. Tu coaches, est-ce qu'en période de Covid et de confinement, le coach peut aider les gens quand même? Bien sûr. Aujourd'hui, tu es invité pour en parler de façon publique, mais individuellement. Oui. Si les gens ont des besoins de se déstresser, de relaxation, de spiritualité aussi. Tout à fait. Complètement. Je te remercie pour la perche qui m'est tendue. C'est vrai que c'est quelque chose dont on a besoin. Hein. Donc, je parlais d'éveil spirituel. Oui. Vraiment. Sans être dans de la propagande ni quoi que ce soit, hein, ni même de vouloir influencer une personne, mais chaque être a ça à sa portée. Et c'est vraiment une grande force. Donc, oui, bien sûr que c'est possible. C'est des choses que je peux pratiquer aussi à distance. Oui. Voilà. Oui. Donc, via que ce soit Instagram en live ou encore d'autres possibilités. Hein. Donc, j'invite les personnes qui le souhaitent, quel que soit là où vous êtes. On parle de Guadeloupe, ça peut être aussi en métropole, puisqu'ils sont touchés. On nous voit en France, on nous voit en Martinique, on nous voit au Canada, on nous voit partout. Donc, grâce à Honnête, on est présent sur tous les réseaux. D'ailleurs, je dis ça aux gens qui nous regardent. Si vous avez raté le début de Barbara, allez plus tard sur le Facebook de Canal. Vous verrez depuis le début. Alors, pendant cette période, alors, ça signifie qu'aujourd'hui, on peut retrouver un certain apaisement? Je vais plus loin. C'est même pas qu'on peut seulement, c'est on retrouve. Il y a déjà une chose, quand je parlais de proclamer des choses positives, c'est de parler au présent. Oui. Je veux regagner ma paix, je regagne ma paix. Plus je vais aussi répéter cela, et plus je vais donner des ordres à mon cerveau pour qu'il puisse se mettre en axe
pour pouvoir mettre en place des actions pour que je regagne ma paix. Voilà. Parce qu'en fait, on a vraiment tout pour nous emmener vers le fond. Enfin, tout ce qui se passe, c'est pour nous emmener vers le fond. Il ne tient qu'à nous de prendre cette décision. Donc oui, on peut, oui, on regagne la paix. Oui. Il y a d'autres choses, on pourrait passer du temps, mais les personnes peut-être qui ont du mal à faire du sport, eh bien c'est de commencer par se dire, mais je vais faire du sport, je fais du sport. Aussi, par exemple, sur la plage, par exemple, quand c'est du sport. Entre 5h et 11h. C'est du sport. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va enclencher une dynamique, se dire que, OK, non, je vais mettre en place un agenda. Je suis en confinement, je suis chez moi. OK, je prends un exemple. Je suis dans un immeuble. Ouais. Comment je vais faire? Eh bien, plutôt que de passer mon temps à peut-être noyer des idées, nourrir l'âme d'idées noires, eh bien, je vais m'efforcer de voir comment je peux occuper ma journée de façon différente, en y mettant un temps où je respire, je fais de la cohérence, un temps où peut-être que je vais faire de la lecture, c'est pas de la lecture, un petit temps pour les réseaux sociaux, pour être au courant, un temps où je vais faire du sport chez moi, mais bien, je regarde sur une vidéo, réseaux sociaux, une petite vidéo de sport qui me plaît, je danse. Ça peut être la danse. Un temps où je ferai mon repas. En fait, l'idée, je ne vais pas trop détailler, mais c'est de se dire que je suis la principale réalisatrice de mon bien-être. D'accord. Voilà. Et le bien-être passe aussi par une maîtrise de son corps, c'est-à-dire prendre soin de soi. C'est ça. Parce on entend tout le temps aujourd'hui, prends précaution, mais c'est réellement quelque chose de concret, ça. C'est ça. Et pour prendre soin de soi, comme je disais, pour avoir la capacité de le faire, il faut déjà être dans un état émotionnel qui permette de le faire. Et c'est pour ça que déjà se donner des limites, je mets des limites. Je vais regarder telle chose, mais après, stop, j'arrête. On me demande telle chose, mais je peux pas, je fais pas. Je dis non. On a déjà eu l'occasion de faire des chroniques dessus. Savoir apprendre à dire non aux autres, mais à moi-même. Si je fais des choses qui me font du mal, et je le sais, mais man kay gade, pour faire qui bite, pour que ça puisse te faire encore plus de mal, arrêtez ça. Inutilement, à critiquer un tel bitin chez Chombab, comme on dit. En nous arrêtez ça. Je me ménage moi-même. C'est pas les autres qui le feront pour toi. Il faut te ménager toi-même. Donc, liste les choses qui font que ça te met en difficulté, ça te fait du mal. Tu listes ce que tu peux enlever, parasitage, hop, next. Je next ça. D'accord. Et le reste, j'avance avec. Oui. À 13h51, dernier conseil aux gens qui nous regardent avant de se quitter. Alors, ce que j'aime dire, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Tu es lumière. Ça, c'est important. Tu vois, on parle de rayonnement et d'aller vraiment vers son être intérieur. Tu es lumière. Crois en toi. Croire en toi, ça veut dire justement prendre ce temps pour toi, pour mieux te découvrir, prendre conscience de tes capacités et dépasse-toi. Mais Barbara, c'est une remarque, visiblement le Covid qu'on s'en sort, ça rend plus joli. Ah bon, ben écoute, merci. Mais tu vois, on parle de rayonnement, les épreuves, ça sera un autre sujet. Je sais qu'il est déjà tard, mais le rapport avec la souffrance, le rapport avec la douleur, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont inévitables. Là où ça fera la différence, c'est comment on gère l'événement, comment on gère la souffrance, comment on gère la douleur. Il peut y avoir le fait d'être fataliste, de subir, ou encore, il y a un moment où il faut encaisser, mais la façon dont je vais réagir. Et je vais me servir justement de cela pour pouvoir rebondir. C'est un des R, des 3 R, des 4 R. Voilà, 13h52. En tout cas, Barbara, merci. Merci et à toi. On se retrouve bientôt. Très vite. Dans la chronique du ZCL qui revient. Je dis ça aux téléspectateurs. Le ZCL revient, il n'est pas mort. On fait le canal Community News là pendant une période particulière, mais le ZCL revient dès la mi-septembre. On sera et on retrouvera Barbara régulièrement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle, on va faire un rappel des titres très rapidement. C'est prêt, c'est parti, arrivée de nouveaux renforts via Corsair, des 170 personnes, d'après ce que 110 personnes sont arrivées accueillies par le préfet et la directrice de l'ARS. Vous les voyez, ils viennent de France comme la plupart, il y en a 270 qui étaient arrivés, ce sont des renforts qui serviront, semble-t-il, au niveau sanitaire. Le point Covid avec un curé et un imam, c'est le côté religieux spirituel, eh bien on l'a fait, reportage de Charlie Dagounia qu'on a vu tout à l'heure, et puis la CNBT avec le président de l'association des maires et le maire du Lamentin, il y a des travaux d'assainissement qui sont en train d'être faits. On a vu ce reportage au Lamentin, puis nous sommes allés à Pointe-Noire pour la pose de la première pierre de la nouvelle caserne. Sinon, nous
nos invités, on a eu Georges Boucard du Carré, j'ai vu que sur les réseaux sociaux ça réagit déjà, et puis Barbara 1 est venue, Barbara Olivier, c'est la journaliste de France Entière, elle nous a expliqué ce que c'est qu'être journaliste en pays confiné, j'ai bien dit confiné. Jude Poit-Raymond, directeur d'une SAS Indigo Caribbean, qui essaie d'aider les gens qui sont en difficulté dans cette période de Covid. C'est justement toutes ces choses qu'on préconise, nous, dans cette émission. Et puis avec Barbara, coach diplômée, consultante et certifiée, elle nous a donné quelques conseils, mais on la retrouvera prochainement. Merci en tout cas Barbara. Merci Daniel. Merci à vous d'être avec nous tous les jours. On se retrouve demain avec d'autres invités, vous le savez. C'est le principe du canal Community News. Bye bye. Bon appétit si vous pour manger comme moi et moi Raifei. À tout le temps.